Apparemment, plus personne ne fait le malin, plus personne n'est là à dire que l'Ukraine va regagner, l'Ukraine ceci, l'Ukraine cela, là, là. C'est fini. À part Zelensky tout seul qui essaye de faire du bruit de son côté, il n'y a plus personne. Regardez, les frappes ont eu lieu hier soir et vous avez une publication maintenant, genre aujourd'hui on est quoi, le 20 à 20 heures, il y a une heure, il y a une publication d'Euronews qui vient d'être publiée sur ce qui s'est passé en Ukraine. Et donc ça, je ne savais même pas. C'est tombé là, en plein moment où nous faisons le live. Et donc, on va regarder ça. Et ensuite, je veux vous montrer ce que l'Ukraine a pris et l'état désastreux dans lequel se trouve l'Ukraine. Et plus personne ne parle de l'Ukraine. Parce qu'ils ont déjà donné 90 milliards. Et quand vous voyez l'état dans lequel est en train de rentrer l'Ukraine, il faudra encore des milliards de plus. Qui va les donner? Les États-Unis, et ils sont déjà retirés. Et je suis sûr que les 90 milliards qu'ils avaient dit qu'ils allaient donner, ils n'ont même pas encore fini de le donner. Que l'Ukraine est déjà dans la mouise. Un bombardement russe survenu dans la nuit a privé des milliers d'immeubles de Kiev, la capitale ukrainienne, de chauffage et d'eau ce mardi. Une situation inquiétante alors que les températures ont chuté à moins 14 degrés. Selon les autorités locales, ces frappes ont fait au moins un mort près de Kiev. Il s'agit d'un homme de 50 ans. L'armée affirme que la Russie a tiré plus de 300 drones de combat à longue portée et 34 missiles pendant ses frappes nocturnes. Dans la capitale ukrainienne, les autorités étaient déjà mobilisées pour tenter de réparer les infrastructures vitales détruites lors des frappes précédentes. Volodymyr Zelensky, qui a récemment déploré la lenteur des livraisons d'armes, affirme que l'Ukraine a reçu une cargaison de munitions pour ses systèmes de défense aérienne juste avant l'attaque. Celle-ci est survenue environ 10 jours après la frappe la plus importante menée par la Russie contre le réseau énergétique de Kiev depuis le début de son invasion à grande échelle il y a près de 4 ans. Pendant ce temps, les négociations de paix sont quasiment à l'arrêt en raison des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne suite à la menace du président Donald Trump de s'emparer du Groenland. Jusqu'ici, les différentes tentatives pour parvenir à une paix durable se sont soldées par des échecs. Et moi, ce qui me tue, c'est que dans les médias occidentaux, on continue encore à parler de tentatives de paix entre l'Ukraine et la Russie en parlant des États-Unis et l'Europe. Je ne comprends toujours pas. Comment est-ce que les Ukrainiens, s'ils veulent la paix, ne vont pas directement se mettre en face de Moscou comme ils avaient fait en 2022, de parler tête à tête et de se comprendre et de signer leur accord de paix comme ils avaient fait en 2022. Je ne comprends pas pourquoi l'Ukraine elle-même se soumet à la volonté des Européens et des Américains. Et l'embrouille entre ce que veulent les Européens, affaiblir la Russie, et veulent l'Amérique, make America great again, est divergent. Donc les deux là se mettent même pas d'accord. Donc l'Ukraine n'est pas près d'avoir la paix. Et de toute manière, je vous ai fait une vidéo qui vous montre le nombre de morts que la Russie a connu. Quand vous reprenez la jeunesse de ces conflits et que vous savez que les Russes, dès qu'ils sont rentrés en Ukraine et qu'ils ont montré leur force, ils ont négocié avec l'Ukraine pour éviter qu'il n'y ait plus de morts. Ils ont accepté des conditions qui étaient bien plus favorables à l'époque pour éviter qu'il n'y ait tous ces morts. Ils ont accepté de retirer les troupes qu'ils avaient autour de Kiev. Donc les Russes ne voulaient pas en arriver là. Les Russes ne voulaient pas perdre des hommes. Parce que comme je vous l'ai montré, le géopolitologue américain avait dit que d'un point de vue du pétrole et démographique, la Russie ne pouvait pas se permettre de rater cette fenêtre. Et donc, ne serait-ce que pour le symbole, ils étaient obligés de le faire. Ils étaient obligés de montrer aux Occidentaux que non, nous sommes capables de le faire. Mais ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout. Et ils avaient presque réussi leur coup. Mais les Occidentaux sont venus la convaincre Zelensky. Et Zelensky, de son côté, aurait sacrifié entre 500 000 hommes et 1 million. Mais le problème, c'est même pas ça, puisque Zelensky, lui, il a fait ce choix. Sauf que ce choix-là, ils l'ont imposé à la Russie. La Russie ne voulait pas des combats longs comme on a là. La Russie voulait
quelque chose de bref pour démontrer sa force et se retirer. Les Occidentaux ont voulu, non pas non plus, là où c'est là qu'ils ont échoué, ils n'ont pas non plus voulu ce combat parce que maintenant c'est eux qui sont en train de saigner. Puisque les Russes sont un peuple qui sait vivre dans la dureté. C'est pour cela que ça me fait toujours rire quand ils pensent que, ouais, les Russes, économiquement, ça va mal ou quoi que ce soit. Les Russes, ils viennent de l'enfer. Quand Poutine il est arrivé, la Russie, c'était l'enfer. Les pensions étaient inexistantes. Beaucoup de choses qu'il y a en Russie maintenant étaient inexistantes. Moi, je le sais, parce que mon beau-père a fait ses études en Russie. Et ma belle-mère est russe. Quand j'ai vu la grand-mère de ma femme par Skype, quand on m'a décrit comment elle vit, comment cette dame-là, elle creuse la neige pour pêcher, elle casse le bois elle-même pour faire sa réserve pour l'hiver, qu'elle a une cave, qu'elle stocke des fruits, qu'elle fait sa propre confiture. Ces gens-là ne vivent pas la même vie que nous. La Russie va tenir, si les Européens croient que les Russes vont céder, que soi-disant, oui, parce qu'il n'y a pas de coca, ils vont se rebeller. Ils se mettent le doigt dans l'œil, ils le sortent dans le boule. Les Russes vont tenir jusqu'à là où c'est inimaginable pour les Européens. Le confort dans lequel ont vécu les Européens depuis la Seconde Guerre mondiale, les Russes n'ont pas connu ça. Donc si vous pensez que les Russes vont pardonner à l'Ukraine les 500 000 morts ou les 300 000 morts qu'ils ont eus et qu'ils vont accepter n'importe quoi de l'Ukraine, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ce n'est pas du tout le même pays, ce n'est pas du tout la même mentalité. Les Sergueï Lavrov et tout ça, là, ils viennent parler, ils comparent la France et ils ne vivent plus en Russie. Ils ne savent pas la résilience et surtout leur capacité de résistance qu'ont ces gens-là. Quand j'attends que en hiver là-bas, là, il fait des moins 45. Non mais franchement. Et les mecs, les gens, ils sortent dehors, ils font leur vie. Vous pensez que des gens qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes comme ça, là, vont pleurer parce qu'ils n'ont pas de coca. Vous pensez que l'hiver, ils boivent du coca? Ils boivent du vodka et du thé. Vous pensez qu'ils en ont quelque chose à faire du coca et du confort que nous, on connaît en Occident ou que certains d'entre nous connaissent en Afrique? Ce que les Occidentaux ont mis dans la tête de l'Ukraine et ont fait faire à l'Ukraine par rapport à la Russie finira par se payer. Et dites-vous que Poutine même, il est gentil. Dites-vous même que Poutine, il est gentil parce que les vrais là, ils auraient déjà fini avec l'Ukraine depuis longtemps. Pour montrer aux Occidentaux à quel point il ne faut pas blaguer. Donc, les Ukrainiens, eux aussi seront résistants, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que la situation en Ukraine devient vraiment catastrophique, comme je veux vous le montrer maintenant. Les Russes, ils n'ont pas rigolé avec l'Ukraine. Et vous les attendez. Là, il y a Euronews qui est en train de diffuser cette information. La plupart des autres, ils ne diffusent pas. C'est comme pour Oreshnik. Oreshnik, ça a été tiré début janvier. Tant que Macron n'en avait presque pas parlé à la télé, ils n'ont presque pas fait d'émission sur Oreshnik. Ils n'ont presque pas fait d'émission sur Oreshnik. Ils n'ont presque pas fait d'émission sur l'Ukraine. Et Zelensky, il est là en train de pleurer. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Ils ont compris que maintenant, militairement, c'est cuit. Et au niveau des sanctions, ils ont déjà mis tout ce qu'ils pouvaient mettre. Ils ne peuvent plus imaginer des sanctions au-delà de ce qu'ils ont fait. Donc la situation est vraiment catastrophique pour l'Ukraine. Il n'y a pas de moyen de pression. Le seul moyen de pression qu'ils ont, c'est comme j'avais dit, c'est de se mettre à genoux devant la Russie et de le schnickav. Ils n'ont rien d'autre comme moyen de pression. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas d'autre. Ils vont être obligés de faire ça. Parce que moi, je ne pense pas que dans les plans de Poutine, quand il a vendu aux généraux ou quand les généraux lui ont vendu qu'il rentre en Ukraine, il y avait le fait qu'il y aurait autant de vies russes qui seraient sacrifiées. Je ne pense pas que Poutine a jamais accepté cette idée-là. Et que donc, comme l'Ukraine a voulu qu'ils en arrivent. Ok, donc ça, ce sont les différentes
photo ou en tout cas capture d'écran que j'ai fait. Ok. Ok. Donc, normalement, il est de coutume que quand il y a un grand sommet, quand il y a un grand événement international où les Russes peuvent parler avec les Occidentaux, les Russes sont plutôt calmes pour les bombardements en Ukraine. Mais ce tour-ci, alors qu'au sommet de Davos, on a invité Trump, on a invité Poutine, on a invité le président Yukachenko de la Biélorussie, les Russes ont quand même, la nuit dernière, bombardé Kiev comme nous avons vu. Et voici le schéma de bombardement que Kiev a subi. Ils n'ont pas rigolé, ils n'ont pas fait dans la dentelle. La ville de Kiev a été bombardée, Odessa a été bombardée, ici, tout le Donbass à côté, ça a été bombardé, Kharkiv a été bombardé, et Kiev est dans un état. Donc, j'ai même pris des notes. Ça, c'était Kiev aux alentours du 16 ici, comme vous pouvez voir ici en bas. On est le 20. Military Summary, il est remonté jusqu'au 16, comme vous pouvez voir sur le calendrier. Il est montré jusqu'au 16, pourquoi? Pour démontrer toutes les frappes que l'équipe russe ou l'équipe de dronistes russes les plus performants Rubicon ont menées pour favoriser l'attaque qui a eu lieu hier soir. Et donc Rubicon a diffusé comment elle a petit à petit attaqué le système de défense et de surveillance aérien ukrainien. Donc ils ont attaqué tous les radars, tous les antennes, tout jusqu'aux patriotes. Ils ont atteint un patriote au niveau de Dnipro et ils ont atteint un patriote au niveau de Kharkiv. Et celui qui est plus bas dans le sud a été démoli par des drones et celui qui sera au niveau de Kharkiv a été démoli par un Iskander. Et donc là, vous pouvez voir, là, c'est un premier radar qui a été touché par les dronistes. Là, vous en avez encore un autre. Vous voyez l'antenne ici au-dessus qui a été touchée. Là, vous avez un camion avec une antenne qui a été touchée et ils ont fait ça sur tout le territoire ukrainien. Et là, vous avez justement l'Iskander qui était au niveau du sud-est, vers plus bas, vers la zone de Dnipro, qui a été découvert et qui a été neutralisé par des drones ce tour-ci. Donc là, vous avez les différents parties du Patriote qu'on vous montre qui est parti en fumée. Comme disait Marco Rubio, quand on donne des patriotes aux Ukrainiens, au bout de 2-3 semaines, ça disparaît du front. Voilà pourquoi. Et ici, là, vous avez le patriote qui était derrière la zone de Kharkiv pour protéger l'espace aérien au-dessus de Kharkiv, qui a été découvert par les Russes. Et surtout, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que à chaque fois on est en train de parler de comment les Ukrainiens interceptent des machins, tout ça, ils interceptent des missiles King Jal, même si j'ai découvert que apparemment le King Jal a une faiblesse, c'est que avant d'entamer sa descente, elle n'est pas tout à fait supersonique, ou en tout cas elle n'est pas aux environs de 8 ou 10 Mach comme elle est là. Elle ralentit avant de réaccélérer. Et donc son moment de faiblesse, c'est au moment où elle ralentit. Et donc ce qui fait que si c'est bien coordonné, on peut l'intercepter avec des patriotes ou d'autres systèmes. Mais normalement, si vous le ratez dans cette fenêtre de tir-là, là où elle va aller, vous ne pourrez plus la voir. Et donc, il faut accepter qu'il est possible qu'ils arrivent. Maintenant, ça dépend de quelle configuration. Si le King Jal, il est tiré tout seul, c'est normal qu'il est tout seul dans le ciel, il soit capable, on le repère plus facilement. Mais quand la zone est saturée par des drones ou je ne sais pas quoi et tout ça, je ne suis pas sûr que ce que les Ukrainiens avancent tous les jours soit vrai. Pourquoi? Parce que
À chaque fois, on voit des Iskander détruire des patriotes. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi à chaque fois, les patriotes sont détruits par des Iskander? Les Iskander sont-ils supersoniques ou on nous cache l'efficacité des Iskander? Sachant que il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, on a produit des Iskander en masse et que chaque unité a son propre Iskander pour autonomiser la prise de décision au niveau de chaque unité ou de chaque général ou de chaque chef qui est dans une zone du front. On a fait plein d'Iskander pour que chaque zone du front puisse disposer de ses propres Iskander et s'il repère une cible importante, il n'est pas besoin de remonter dans la chaîne de commandement pour donner l'ordre de tirer l'Iskander. Et donc je me dis, c'est très compliqué pour l'Ukraine. Et ça sera encore plus compliqué parce que de plus en plus, l'Ukraine n'a plus d'électricité. Donc les chaînes d'approvisionnement sont en train de devenir compliquées. Les chaînes logistiques sont en train de devenir compliquées. C'est une vraie catastrophe ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et les Occidentaux, c'est le moment où ils parlent de moins en moins de l'Ukraine. Alors je ne sais pas si les armes que Zelensky sont en train de recevoir vont changer quelque chose, mais ce qui est sûr, à cette vitesse-là, si on continue à démolir tout le système énergétique ukrainien, eh ben les drones ne pourront plus voler. À moins de faire venir les drones déjà chargés ou alors de faire importer des batteries déjà chargées d'ailleurs, ça va devenir compliqué. Parce que vous attendez les températures qu'il fait. Hein. On est là à des moins 14, à des moins 20 et on est en train de prévoir qu'il y a une période de froid de moins 9 jours qui vont arriver. Et donc, on suggère aux Ukrainiens de se préparer à ça ou de quitter Kiev. Et surtout de bien se préparer à ça parce qu'ils ne sont pas à l'abri de se prendre encore une énième salve russe sur les infrastructures énergétiques. Et donc, on poursuit. Là, on vous montre la ville de Kiev après que ça soit touché par un Iskander ou le système énergétique soit touché par un Iskander, on vous dit qu'il y a 5635 appartements qui se sont retrouvés sans chauffage. Et après près 80% des immeubles qui se sont retrouvés sans chauffage. Ils ont refait les chauffages de 80% des gens depuis janvier. Bon, moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient refait, mais c'est ce qu'ils disent. Et là, on vous montre toute cette zone de l'Ukraine. Donc, la Kiev c'est partagé en deux. Il y a cette partie-là, là, un peu comme Paris. Il y a la rive gauche et la rive droite. Et toute cette rive droite-là là, de Kiev est sans électricité. De l'autre côté aussi, il y a des problèmes d'approvisionnement en électricité, mais de ce côté-ci, la rive droite, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage. Donc, Zelensky, je suis de plus en plus sceptique à l'idée de voir comment il va finir vivant avant la fin de ce conflit. Je suis de plus en plus sceptique à l'idée de savoir comment il va finir vivant. Parce que clairement, lui et son élite vivent bien, mais les Ukrainiens ne vivent plus. Parce que quand on va voir les images des Ukrainiens, ils sont dehors. La plupart des Ukrainiens sont dehors, tentent de trouver un moyen de quitter la ville pour aller là où ils peuvent se chauffer. Mais comment tu vas quitter une ville où il y a des difficultés d'électricité, il y a des pannes d'électricité, donc il y a des problèmes de transport. Donc c'est juste une catastrophe. Et j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si je l'ai vue sur Twitter ou si je l'ai vue ailleurs, mais voilà, cette vidéo. Regardez, il y a quelqu'un qui dit maintenant, à Odessa aussi, maintenant, on ressent la guerre. Et que le système de défense anti-aérien ukrainien n'est pas efficace.
Là-bas, au loin, c'est le port d'Odessa. C'est des pêcheurs qui sont en train de filmer. Écoutez le bruit des canons. Écoutez comment ils essayent d'intercepter le drone jusqu'à ce qu'il y aura l'explosion. Evet, Ukrayna, Çornomorsk limanı. Balistik füzeler. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo, bravo. Liman patladı. Comme vous voyez les amis, c'est catastrophique. L'Ukraine est en train de vivre ce que elle a cru qu'elle n'allait pas vivre. Ce que Zelensky croyait qu'il n'allait pas arriver. Je ne sais pas si nous sommes proches de la fin de ce conflit, parce que comme l'a dit ODC, cette guerre, ou en tout cas ce conflit, est maintenant rentré pour les Russes dans une phase qui est supérieure à la Grande Guerre russe. Et la Grande Guerre russe, c'était la Deuxième Guerre mondiale qui avait duré à peu près 4 ans ou moins de 4 ans. Et ici, nous sommes clairement rentrés, ou nous rentrons clairement au-delà. Nous commençons la 4e année, bientôt. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, je pense que ça doit être un patriote qui est parti. Il a raté. Je pense qu'il a raté parce que c'est ce qu'on décrit ici. On dit voilà. Ils disent que voilà, le système de défense anti-aérien n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas en périphérique des villes, mais elle est au milieu de la ville. Ce qui devrait vous rappeler les pratiques d'une autre personne encore qui se plaint que ses ennemis se cachent dans la ville, mais qui lui-même a construit ses centres de décision, ses systèmes de défense à l'intérieur de la ville, aux côtés des civils. Et voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 2 heures, d'avoir suivi tous ces sujets avec moi. Et je vous remercie à tous d'être encore fidèles à la chaîne, de commenter, liker, partager et de ne pas hésiter de me donner vos avis. Alors, je sais que ma conviction personnelle, ce n'est pas de me retenir. Quand je parle, je ne parle pas pour vexer les gens, mais je parle pour donner ma conviction. Et comme tout le monde, je ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Il y a des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vous dirai pas que vous me décevez. Donc, si je vous déçois, bah, tant pis pour vous. Mais moi, je vous demande juste d'essayer d'écouter, de comprendre. On peut tout à fait vivre de façon cordiale et d'avoir des relations avec les gens sans être d'accord avec eux. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. C'était tout pour cette soirée. Merci à tous. Peace out. Ok, pas de questions. Peace out.